quelques petites règles rapidement. Donc, on se fait une petite demi-heure de discussion avec Vincent. On prendra vos questions dans un deuxième temps. Est-ce que vous pouvez couper vos micros parce que sinon, c'est désagréable s'il y a des bruits autour de vous. Et quand vous voulez poser une question, donc en deuxième partie, ça serait bien d'activer la petite icône lever la main, sinon ça va être un peu le bazar. Vincent, la première question que j'ai envie de te poser, je trouve que définir les termes, c'est très important. Qu'est-ce que c'est pour toi le séparatisme et est-ce que ça a une validité académique et scientifique? Oui, la notion de séparatisme, elle n'est pas nouvelle, hein. J'ai lu dans la presse que c'était une notion nouvelle dans la langue française. On peut dire qu'elle est nouvelle dans le débat public et dans le débat politique. Ça, c'est clair. Mais c'est une notion qui existe notamment dans les sciences sociales, hein, mais aussi dans l'expertise internationale, notamment pour désigner des mouvements ou des organisations qui ont des projets de créer ou de revendiquer un territoire soit autonome, soit indépendant par rapport à un État préexistant ou un État, entre guillemets, dominant. C'est ainsi qu'on a pu parler, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, de séparatisme basque, de séparatisme corse, voire même parfois de séparatisme breton. On trouve donc, c'est assez courant dans les sciences sociales, hein, quand vous faites une recherche dans les revues de sciences sociales, les revues scientifiques, c'est une notion qui est employée à propos de l'Europe, aussi de l'Afrique noire. On a pu parler de, entre guillemets, de séparatisme ethnique, de l'Amérique latine, avec certains mouvements séparatistes par rapport aux États d'Amérique latine, entre guillemets aux États dominants, mais elle a connu surtout un développement qui est assez proche, peut-être plus proche de ce qu'on entend par séparatisme aujourd'hui dans le débat public, qui est le séparatisme des mouvements noirs américains, ou de certains mouvements noirs américains dans les années 60-70, qui revendiquaient un retour qui revendiquait un retour aux religions. Merci de couper votre son, s'il vous plaît, Oui. pendant que Donc les mouvements noirs américains, il y avait des mouvements qui se disaient séparatistes et qui assumaient, attention, hein, ce qui est important de le dire, c'est que ces mouvements noirs américains n'étaient pas moins traités de séparatisme, qui revendiquaient même une forme de séparatisme, à la fois, je dirais, sur une double revendication, qui était le retour aux religions d'origine. Alors ça pouvait être l'islam, bon, pour la Nation of Islam, mais ça pouvait être aussi des religions plus liées à l'animisme, voilà, mais aussi qui revendiquaient pour certains clairement une séparation ethno-territoriale avec ce qu'ils appelaient la majorité blanche, soit par un retour dans les pays d'origine, ça a été par exemple le cas de la fondation du Libéria, soit par créer des enclaves effectivement ethno-territoriales sur le territoire américain. Pour la France, l'usage du mot séparatisme pour ce qui est des phénomènes proprement internes à la France est beaucoup plus récent et beaucoup plus rare. On a quelqu'un qui l'a un peu vulgarisé, mais dans le bon sens du terme vulgarisé, c'est le sociologue Éric Morin qui parle de séparatisme, effectivement, à l'époque sociale et territoriale. Mais attention, effectivement, c'est moins pour désigner un séparatisme de classe populaire de banlieue ou entre guillemets de classe dangereuse que plutôt ce qu'il appelle l'entre-soi des classes dominantes. Donc, Éric Morin, qui est un économiste, mais son livre est à la fois économique et sociologique, sort ce livre au milieu des années 2000 et pour désigner plutôt le phénomène d'entre-soi plutôt bourgeois des classes dominantes qui quittent certains types de quartiers pour, je dirais, se protéger et vivre entre eux. Pour ce qui est de l'islam en France, ou des entre guillemets des populations issues de l'immigration maghrébine à pratique ou à croyance musulmane ou à culture musulmane, faut-il faire des nuances entre ces termes, il est assez peu employé en fait. Il a été très très peu employé jusqu'il y a 2 ou 3 ans. Il a été employé par deux sociologues dont je vous conseille leur étude. Donc, c'est Laetitia Bucaille et Agnès Vilches qui ont fait un article où elles se posent la question de l'existence ou non d'un séparatisme chez les jeunes musulmans de France. Donc, elle pose la question. Elle emploie le terme, mais c'est plutôt, cette fois, pour répondre par la négative, où elle parle plutôt d'identité négociée ou renégociée plutôt que de séparatisme. Donc, voilà pour l'historique. C'est un terme qui existe dans les sciences sociales. C'est un terme qui existe, on peut dire, à l'échelle internationale pour décrire des mouvements indépendantistes et autonomistes. C'est un terme qui a existé assez marginalement chez les sociologues ou les experts français pour décrire plutôt des formes d'entre-soi, mais finalement pas tant appliqué que ça aux populations françaises de culture ou de religion musulmane. Est-ce que c'est le pendant, juste rapidement, le pendant du terme communautarisme? Alors là, vous avez une réponse qui est déjà fournie par le président de la République, qui est Emmanuel Macron, comme vous le savez, qui lui
précisément veut abandonner le terme communautarisme. Il le dit explicitement dans son discours récent. Donc, il le dit, voilà, il dit en gros, j'abandonne le terme communautarisme parce qu'il est caricatural, il amalgame, il produit du racisme, il produit de l'incompréhension. Et donc, dans son discours récent, donc, il dit non, maintenant, je préfère parler de séparatisme par souci de nuance, de lucidité et de précision. Donc, finalement, Emmanuel Macron, qu'il le dise d'une manière sincère ou pas, on n'est pas là pour juger de sa sincérité, hein, c'est pas nous qui, je ne suis pas psychologue et psychanalyste, je ne suis pas dans sa tête et je ne veux pas être dans sa tête, mais en tout cas, Emmanuel Macron, quand il parle de séparatisme, ce n'est pas tant pour durcir son analyse ou son diagnostic que pour, au contraire, selon ses termes, je dis, plutôt il l'emploie et le légitime au nom d'un affinement ou d'une analyse plus nuancée de ce qu'est la situation française. Et il dit, j'emploie ce terme pour ne pas pénaliser les musulmans. Donc lui, il le justifie justement au nom d'une volonté de ne pas stigmatiser, de ne pas amalgamer, de ne pas pénaliser les musulmans. Voilà, donc voilà le choix qui a été fait par Emmanuel Macron, et plutôt le choix, les justifications du choix fait par l'auteur lui-même. Alors, ce qui est intéressant avec cette loi qui est devenue la loi pour conforter les principes républicains, tu nous diras rapidement ce que tu penses de cette reformulation. Elle a été adoptée et à gauche, il y a eu plutôt consensus, à quelques exceptions près. Qu'est-ce que ça dit, ce consensus Alors, il n'y a pas eu consensus dans l'adoption. Hein. Il y a quand même une très forte abstention. Oui. Alors, je me suis mal exprimée, mais en tout dans cas, le vote. les gens qui ont voté, il y a deux aspects qu'il faut nuancer par rapport à l'idée de consensus. Bien sûr, après, je vais montrer qu'il y a un autre consensus qui est beaucoup plus fort. Pourquoi il faut nuancer? D'abord, il n'y a pas eu du tout de consensus dans le vote. Hein. Il y a plutôt eu de l'abstention. Alors, est-ce que l'abstention est une approbation? Ça, je dirais que c'est très difficile d'interpréter effectivement une abstention dans le cadre d'une enceinte parlementaire qui n'a rien à voir avec l'abstention des électeurs ordinaires. Hein. Là, dans une enceinte parlementaire, c'est une abstention consciente. C'est un geste politique puisque les gens viennent et choisissent d'appuyer sur, entre guillemets, le bouton abstention. Donc, vous voyez, il y a un acte de vote. Surtout quand c'est à gauche, quoi. Surtout quand c'est à gauche. Qui a été à gauche, la France insoumise en totalité, le Parti communiste qui a été peu scindé en deux, et le Parti socialiste a connu aussi des gens qui ont voté, mais aussi beaucoup d'abstention. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qu'il faut quand même préciser, j'ai lu finalement cette dernière semaine tous les débats en commission parlementaire, qui sont souvent beaucoup plus intéressants à lire que les débats dans l'hémicycle. Et donc, alors, je tiens à préciser que c'est une tâche assez ingrate parce que généralement, on invite des gens, ils sont auditionnés. En l'occurrence, là, c'était plutôt des ministres, pas seulement des ministres, mais sur la loi, plutôt des ministres qui viennent en gros vendre la loi sur leur domaine de compétences particuliers. Donc, le ministre de l'Intérieur aborde les questions qui sont relatives à l'ordre public, le ministre gérant les questions de droits de l'homme plutôt sur les questions de droits de l'homme, le ministre de la Justice, il faisait un peu son baptême, venait plutôt sur les questions de la justice. Là, on peut dire qu'il y a des débats qui sont assez vivants quand même. Le Parti socialiste, plusieurs fois, va poser des questions en disant en gros, oui, vous faites cette loi, mais vous ne traitez pas le fond des problèmes, les vrais problèmes sont sociaux, les vrais problèmes sont économiques. Donc, le PS, notamment à travers le député Vallaud, député des Landes, va apporter une contradiction. Donc, c'est encore plus vrai pour la France insoumise, qui eux vont carrément délégitimer la loi, je dirais, dans sa globalité, en disant qu'elle est malvenue, qu'elle est fondée sur des données imprécises, etc. En revanche, Nadia Haini, Moulay, vous me posez la question du consensus. Il y a en revanche un consensus sur les présupposés qui fondent la loi. L'idée, oui, qu'il y a un vrai problème séparatiste. Et là, c'est vrai que, quels que soient les groupes politiques, peut-être à l'exception un peu de la France insoumise, mais pas tant que ça finalement, il y a un consensus sur l'idée qu'il y a un problème séparatiste en France et que ce problème séparatisme est principalement un problème de séparatisme islamiste ou islamique. Donc, pas de consensus, je dirais, dans les discussions, pas de consensus dans les solutions, mais en revanche, un consensus sur le diagnostic. Il y a un problème séparatiste, certes, vous savez, vous connaissez le théorème de Fabius, que tout le monde a connu, qui a souvent été très critiqué, qui a été aussi aussi le théorème de Rocard sur les questions d'immigration. Le théorème de Fabius, on l'a souvent d'ailleurs un peu caricaturé, parce qu'il avait souvent un discours plus nuancé qu'on voulait bien le dire, c'est de dire Le Pen pose les bonnes questions, mais il y répond mal. Le Pen, c'était Jean-Marie à l'époque, c'était pas Marine Le Pen. Là, je dirais qu'on est un peu dans la même configuration
amélioration par rapport à la loi sur le séparatisme. Les députés ne sont pas forcément d'accord avec le projet de loi gouvernemental, mais ils disent en gros, Macron pose des bonnes questions, mais il y répond pas toujours bien. Donc le positionnement des opposants à la loi, c'est plutôt un positionnement moins sur, je dirais, le diagnostic qu'ils trouvent assez exact, que sur les réponses qu'ils trouvent caricaturales, voire même liberticides pour certains. Et donc, on pourrait reprendre la théorie de Fabius appliquée aujourd'hui à Macron du point de vue de l'opposition. Emmanuel Macron pose des bonnes questions, mais il y répond mal. Bon, mais voilà, bien sûr, Macron n'est pas Le Pen. N'est pas Le Pen. Mais je dirais que c'est un théorème assez comparable. Oui. Est-ce que ce consensus sur le diagnostic, Vincent, il est la conséquence directe ou indirecte de l'assassinat notamment de Samuel Paty en octobre ou pas? Est-ce le que projet ça de loi était quand même… cette exécution? Je dirais que la dynamique en termes de diagnostic d'un problème séparatiste en France, et notamment, disons-le, d'un problème séparatiste islamiste, parfois qualifié d'islamique, parfois qualifié de musulman, même si le gouvernement va faire assez l'effort de toujours dire islamiste. Ça, c'est Macron a été, je dirais, assez soucieux de dire toujours le mot islamiste et jamais islamique ou musulman. Bon, ça, il faut reconnaître, mais c'est quelque chose qui est enclenché bien avant l'assassinat de Samuel Paty, c'est-à-dire que Macron est déjà dans une lecture qui est influencée à la fois par des conseillers, mais aussi par un certain nombre de recherches. On peut penser bien sûr aux recherches de Bernard Rougier ou de Gilles Kepel, où finalement il dit qu'il y a un problème dans les quartiers populaires, il y a un problème dans les banlieues, et tout particulièrement dans les populations entre guillemets de culture ou de religion musulmane dans les banlieues, qui sont fragilisées et je dirais presque contaminées, voire plutôt contaminables par le séparatisme. Il dit, c'est pas, Macron ou les membres du gouvernement ont une justification de la sorte. Ils disent pas que les gens sont dans le séparatisme. Ils disent que si on ne les protège pas, ils vont vers des tendances ou des logiques séparatistes. Or ça, ce type de diagnostic, de raisonnement, c'est bien avant l'assassinat dramatique de Samuel Paty, et que le ralliement de Macron entre guillemets à la théorie ou à la thèse séparatiste se fait bien avant l'attentat dramatique et l'assassinat dramatique de Samuel Paty. On peut dire que l'assassinat est venu accélérer, légitimer, consolider et surtout, très important par rapport à la question que vous m'avez posée précédemment, consolider surtout le consensus dans la classe politique. Et je dirais même une forme d'auto-limitation de la classe politique à, pour certains, rejeter la loi, mais d'une manière assez prudente. C'est-à-dire que, en gros, même ceux qui étaient contre la loi, ils y sont allés avec des pincettes parce qu'il y a un contexte terroriste, parce qu'il y a un contexte dramatique, parce qu'il y a un symbole de l'école publique qui a été assassiné, qui fait que même la France insoumise, qui a été de loin la plus virulente dans sa critique de la loi, entre guillemets, sur le séparatisme, va quand même en partie s'auto-limiter dans cette critique. Et l'un des arguments de la France insoumise, très intéressant en commission parlementaire, c'est pas de dire cette loi est forcément islamophobe stigmatisante. Ils le disent parfois, mais pas tout le temps. C'est de dire elle ne résout pas le problème du terrorisme. C'est-à-dire que même la France insoumise reprend un argument sécuritaire, mais là je ne pas au sens idéologique, pour dire si vraiment en France on veut lutter contre le terrorisme, cette loi ne nous rend pas service. Donc même la France insoumise intègre dans son raisonnement le contexte terroriste et le contexte de l'assassinat de Samuel Paty pour rejeter la loi au nom d'une efficacité sécuritaire. Et ce que je veux dire, c'est-à-dire que ce qui est intéressant de certains opposants, c'est de rejeter la loi non pas parce qu'elle serait raciste ou parce qu'elle serait islamophobe, mais plutôt parce qu'elle ne présenterait pas d'efficacité en termes de lutte contre le terrorisme islamiste. D'ailleurs, ce que tu dis, ça me fait penser à la porosité qu'il y a pu y avoir entre la loi sécurité globale et il y a un article dans la loi confortant les principes républicains sur la haine sur les réseaux sociaux notamment. Tu vois ce que on a je crois que c'est clairement lié, quoi. Les débats sont très intéressants parce que les parlementaires sont parfois un peu indisciplinés dans les commissions et souvent ils passent d'une loi à l'autre alors que les ministres viennent pour parler d'une loi précise. Donc il y a un cadre. Le président de la commission en général cadre les débats en disant on discute de la loi et pas de cette loi et pas de l'autre. Et là les parlementaires ont systématiquement entre guillemets amalgamé les deux. Et notamment la haine sur Internet est beaucoup revenue, la question de la lutte antiterroriste est beaucoup revenue et pas forcément des députés de droite et d'extrême droite, de l'ensemble des députés. Et là on voit bien que le contexte terroriste cadre quelque part aussi les argumentaires, les discours et je dirais les formes de rhétorique qui vont être employées et que
tous les députés de la représentation parlementaire, quels qu'ils soient, ont en mémoire l'assassinat qui vient de se produire, et surtout, et je pense que c'est ça qui les motive, qui explique aussi leur positionnement, c'est aussi qu'ils savent très bien qu'au moment où ils parlent, ils peuvent se produire un nouvel attentat. Ça, il ne faut jamais oublier que le problème du terrorisme aujourd'hui, c'est pas de parler seulement du passé, ou d'un passé même s'il est très proche, c'est aussi parler d'un présent et surtout d'un futur. C'est-à-dire que si en gros vous vous illustrez par une défense trop, ou plutôt une critique trop radicale de la loi, vous pouvez effectivement vous faire accuser, y compris par votre propre parti, euh, comment dire, non pas d'être complice du terrorisme, non pas d'être, mais quelque part d'être trop angélique par un compte. Voilà. Et donc je pense que le terrorisme exerce une pression qui n'est pas simplement politique et idéologique, mais qui est quasi mentale, c'est-à-dire dire attention, je ne veux pas dire n'importe quoi parce que je vais sortir du débat parlementaire ou de l'hémicycle de l'Assemblée nationale et du Sénat, et puis je vais découvrir qu'il y a un attentat et on va reproduire mes propos. Voilà. Et donc je pense qu'il y a beaucoup de retenue. Voilà, je cherchais le terme, excusez-moi. Il y a beaucoup de retenue de la part de la classe politique française sur cette question-là parce qu'il y a un contexte effectivement dramatique d'assassinat. Ouais, d'ailleurs, je vois tout à fait ce que tu veux dire. C'est encore plus intéressant, surtout que par rapport à cette question des réseaux et de la haine en ligne, on a vraiment le sentiment que tout a été fourré un peu dans cette loi séparatisme et des choses qui ne sont pas passées. Par exemple, la loi Avia qui a été retoquée en Conseil constitutionnel. On a vraiment le sentiment que voilà, sur cette loi, en fait, on a mis plein d'éléments qu'on n'avait pas pu caser ailleurs. Il y a de tout, parce que vous avez des éléments. Alors, protester. la preuve qu'il y a de tout, si je puis dire, c'est pas simplement le contenu réel, c'est les réactions. Vous savez que parmi les acteurs qui se sont beaucoup opposés à la loi, il y a notamment la Fédération protestante de France, il y a la Conférence des évêques de France, il y a bien sûr la Commission nationale consultative des droits de l'homme qui ont très fortement critiqué cette loi parce que effectivement, sans remettre en cause la bonne volonté, ils ne sont pas là pour ça du gouvernement, ils ont notamment mis le doigt sur les éventuels effets liberticides de la loi, notamment les autorisations préalables pour les associations qui ont des subventions publiques, et le gouvernement s'en est justifié en disant si on finance, on doit pouvoir contrôler les associations, sauf qu'on oublie une chose, c'est qu'en France, la grande majorité des associations ont des financements publics, et c'est la tradition française à la fois d'être défiance à l'égard de l'État et d'être financé par l'État. Bon, c'est pas tout à fait la même chose dans beaucoup de pays où il y a énormément de mécénat, de fondations privées, de banques. En Allemagne, il y a des fondations de partis politiques extrêmement puissantes qui ont plusieurs milliards, qui peuvent entretenir comme ça des centaines de personnels ou de représentations associatives de fondations. En France, c'est pas le cas. En France, à la fois, on peut être une association qui critique l'État et recevoir un financement public. Et bien ça, Macron et le ministre de l'Intérieur l'ont dit, si vous critiquez, c'est plus possible. Ou du moins, si vous critiquez, pas forcément le gouvernement, mais les principes de la République, vous n'aurez plus d'argent public. Et donc, de ce point de vue-là, beaucoup d'associations et on va dire plutôt de personnalités morales de la société française, qu'elles soient laïques ou religieuses, ont critiqué ces aspects-là. Voilà. Donc, il y a des aspects comme ça de la loi qui ont été critiqués parce que au-delà du fait qu'ils pouvaient cibler les musulmans ou qu'ils avaient le sentiment qu'ils pouvaient cibler les musulmans, ils se sentaient ciblés eux-mêmes alors qu'ils n'étaient pas précisément musulmans. D'accord. Vraiment très intéressant. Moi, ce que j'ai envie de savoir aussi, c'est quels ont été en fait les ressorts de cette loi, parce qu'on sait très bien que dans un parti politique, il y a des courants et que à la fois, il y a des gens qui étaient plutôt pour une loi assez dure sur ces questions-là. C'est souvent des gens qui sont, par exemple, pour une laïcité plutôt stricte, et puis des courants plutôt ouverts. C'est ce qui se passe. Allô, tu m'entends? Je pense que le président de la République, on ne pouvait pas dire qu'il est porteur d'un courant. Bon, moi, j'aime pas trop le mot laïciste. C'est comme le mot laïciste, ça a l'air de dire que finalement, il y aurait des fanatiques de la laïcité et puis il y aurait des mous. Bon, je pense que beaucoup en France sont assez d'accord sur le fait que la loi de 1905 est une loi d'équilibre, est une loi. Donc, je pense qu'il y a une loi de 1905 qui fait assez consensus finalement, et que la laïcité française, même si elle est l'objet de passion et d'émotion, finalement, il y a quand même assez consensus pour dire qu'elle est relativement équilibrée, au moins sur le plan législatif et des textes. Bon, donc de ce point de vue-là, Emmanuel Macron n'avait pas fait de déclaration jusqu'à une période récente qu'il aurait casé dans un camp qui aurait voulu donner un tournant plus idéologique, sécuritaire, identitaire à la laïcité. Donc c'est pas Emmanuel Macron qui a forcément infléchi dans ce sens-là. Bon, c'est quand même lui qui décide, donc en dernier ressort. Mais c'est vrai que dans son gouvernement, et ça pour discuter avec des anciens ministres ou des ministres qui n'étaient pas forcément d'accord avec cela, il y a des militants de ce qu'on pourrait appeler une laïcité plus sécuritaire et identitaire. Et de ce point de vue-là, bon,
bien sûr Jean-Michel Blanquer, surtout Jean-Michel Blanquer, Marlène Schiappa, et donc effectivement qui sont des gens qui sont beaucoup plus marqués. Encore que Marlène Schiappa, rappelez-vous qu'elle défendait quand même le port du voile avant d'être ministre. Donc, quoi, elle défendait. C'est pas qu'elle défendait le port du voile, c'est qu'elle disait en gros, on ne devait pas stigmatiser les filles voilées. Mais il y avait quand même aussi des. Et surtout qu'au-delà des membres du gouvernement, il y a eu quand même un certain nombre de groupes de pression. Quand je dis ça, c'est pas du tout au sens négatif, c'est parce qu'on est dans une démocratie. Bon, en France, on n'aime pas tellement le mot lobby parce que ça fait peur, mais bon, on dirait des lobbies aux États-Unis. En France, on va plutôt dire des groupes de pression qui, comme le Printemps républicain ou d'autres groupes de pression, mais surtout le Printemps républicain, ont eu l'oreille du gouvernement ou de certains membres du gouvernement. Donc, de ce point de vue-là, je dirais l'évolution plutôt identitariste ou sécuritariste du président de la République d'une part et du gouvernement d'autre part sur la question de la laïcité, il s'est fait parce qu'un certain nombre de groupes de pression. Vous savez, quand on parle de sujets économiques, on n'est pas gêné pour parler de lobby. Parce que finalement, on sait qu'aujourd'hui, un certain nombre de lois, notamment en matière d'environnement, ne sont pas votées parce qu'il y a des lobbies. Mais des lobbies au sens qui n'ont rien d'effrayant. Si, ils ont d'effrayant parce que si on est partisan de thèses environnementalistes, ça peut faire peur, effectivement. Bon. Mais pour les questions identitaires, il y a aussi des formes de groupes de pression. Et là, on peut dire qu'il y a un groupe de pression ou des groupes de pression qui ont, ces derniers temps, eu une influence plus significative sur le président de la République, d'une part, et sur le gouvernement, d'autre part, et que les membres du gouvernement, se sentant appuyés aussi par un certain nombre de lobbyistes et d'intellectuels, ont pu, du coup, persuader quelque part Macron qu'il fallait aller dans ce sens-là. Bon, je ne dis pas que ça s'est fait comme ça. Il ne faut surtout pas avoir de vision conspirationniste de cela. On est dans une démocratie, que des groupes aujourd'hui veulent imposer des projets de loi ou veulent inspirer des projets de loi. C'est quelque chose de plutôt sain dans une démocratie. D'accord. Alors là, je vous le redis, enfin, j'ai fait un petit message, on va être coupé dans moins de 10 minutes parce que je n'ai pas la version abonnée. Donc, il faudra se reconnecter sur le même lien, d'accord? D'accord. Et justement, là, je voulais qu'on parle, tu parlais tout à l'heure des gens qui sont autour de Macron, et je pense que c'est intéressant de voir que ces gens-là, qui sont plutôt bien identifiés, type Keppel, type Rougier, tu avais commencé à en parler tout à l'heure, ce sont un peu eux qui font la pluie et le beau temps. Oui et non, il nous reste quelques minutes. Il ne faut pas surestimer le rôle des universitaires. Je pense que ça fait très longtemps que les universitaires ne jouent plus de rôle pour influencer les politiques, et les politiques ont un regard très exotique sur les universitaires. Souvent, parfois, on en a eu quelques-uns dans nos cours, mais ils nous aiment bien un peu comme on aime bien presque la vieille tante ou la vieille grand-mère et le vieil oncle qu'on a connu. Donc, pour avoir vu des anciens hommes politiques que j'ai eus, généralement, ils nous aiment bien, ils nous font la bise, mais c'est tout. Donc, non. Mais en revanche, il est vrai que de ce point de vue-là, les thèses tenues par Gilles Keppel et Bernard Rougier sur le séparatisme, les écosystèmes islamistes, du coup, ont servi de caution. Je ne pense pas que les universitaires ont influencé directement, mais disons qu'ils ont apporté, elles ont apporté une caution scientifique et intellectuelle. Je dirais que dans le rapport dominant-dominé, c'est quand même le politique qui a pris la décision, c'est le politique qui a fait cette loi, et certains universitaires qui l'ont légitimé par leurs livres. Ce n'est pas le contraire, ce n'est pas les universitaires qui sont venus faire le projet de loi, qui l'ont imposé à l'Élysée, qui l'ont posé à Matignon et au Parlement. Donc les universitaires, de ce point de vue, sont plus des légitimateurs que véritablement des influenceurs ou des décideurs. Voilà, pour situer un peu l'influence de Gilles Keppel et de Bernard Rougier, qui n'ont fait que reprendre un discours commun avec, bien sûr, un appui d'études scientifiques que l'on peut discuter, et on pourra en discuter, si vous voulez, tout à l'heure dans la reprise de parole. Ouais. Quand on reprendra la parole, enfin, avant de reprendre la parole, j'aimerais bien qu'on parle de la question, parce que c'est ça que ça met en avant, c'est la question, j'allais dire le problème musulman, mais je n'ai pas envie de le formuler comme ça, c'est plutôt la question musulmane. Oui, on peut le dire les deux. Si on... Comment il se positionne par rapport à cette question? Parce que quand même, faut dire que dans son électorat, il a quand même réussi à drainer des personnes avec des profils. Tout à fait, et je pense qu'on aura l'occasion d'en parler. Macron, au départ, n'est pas quelqu'un qui apparaît bloqué, figé sur cette question-là. Au contraire, il est plutôt quelqu'un qui apparaît comme une sorte de libéral culturel, libéral économique, libéral sur le plan philosophique. Il a dans son équipe des gens qui sont croyants, pratiquants. On peut penser Barry Zachiari, vice-président du Sénat,
nana, une des premières alliées à Macron, et pourtant, on le voit épouser des thèses qui le ramènent plutôt à ce que pouvait faire, par exemple, Nicolas Sarkozy lorsqu'il est devenu président de la République, et non pas ministre de l'Intérieur. Donc, de ce point de vue-là, effectivement, Emmanuel Macron avait, je dirais, plutôt une bonne image chez beaucoup de Français de culture ou de religion musulmane qui avaient voté pour lui au premier tour, dès le premier tour, surtout au second tour, puisque d'après les sondages, plus de 90% des Français de religion et de culture musulmane ont voté pour Emmanuel Macron. Au premier tour, beaucoup plus à gauche quand même, mais il avait parmi des classes supérieures, des gens de banque, ingénieurs, grandes écoles, des gens qui avaient voté Macron. Et de ce point de vue-là, je pense qu'il a un peu surpris. C'est-à-dire que le libéral économique, le libéral culturel, celui qui avait une culture plutôt internationale, un peu cosmopolite d'une certaine manière. D'ailleurs, il était beaucoup attaqué par l'extrême droite sur son caractère un peu cosmopolite, mais finalement, on l'a vu très vite adopter un registre beaucoup plus identitaire et beaucoup plus, je dirais, identitaire au sens classique du terme, nationaliste et compagnie. Mais parce qu'on n'avait pas tout vu, et je pense que, je le dirai tout à l'heure, Macron est quelqu'un de profondément hybride sur le plan philosophique et idéologique. Et quand je dis hybride, c'est pas cynique, c'est pas forcément calculateur, c'est aussi qu'il est hybride. Et de ce point de vue-là, Macron, c'est à la fois Vercingétorix et Jeanne d'Arc, mais c'est aussi l'idée qu'il faut réfléchir sur la colonisation, c'est aussi l'idée qu'il faut un certain cosmopolitisme en Europe, etc., etc. Et finalement, c'est la partie la plus identitaire et la plus patriotique, voire même nationaliste de son hybridité politique qui est ressortie ces derniers jours, ces dernières semaines. Mais la question qui vient, c'est finalement, comment, en étant un personnage aussi hybride, il peut réussir à parler au plus grand nombre, quoi. Est-ce que quelque qu'il parle, vous savez, est-ce que quelque part, il n'arrive pas à faire ce que d'autres n'ont pas réussi à faire, c'est-à-dire à parler à des personnes de différents milieux? Je crois que ça fait longtemps qu'on a une classe politique française qui ne cherche pas à parler au plus grand monde, au plus grand nombre. Elle cherche à séduire des segments qui vont se remonter utiles dans une élection. Vous savez, moi, j'ai un peu changé mon regard sur les manières de faire campagne depuis que je suis allé observer l'élection à Marseille dans les quartiers populaires. Et en fait, on ne cherche pas à séduire un électorat. L'électorat, c'est un mythe, c'est une fiction. On cherche à séduire des petits segments de cet électorat. Et donc, du coup, c'est petit segment qu'on gagne une élection. On cherche à séduire. Oui, je pense que c'est une erreur de s'imaginer qu'un homme politique ou une femme politique d'ailleurs cherche à parler au peuple. Le peuple, c'est une fiction et malheureusement, si je puis dire, et qu'à partir de là, on est plus sur des visions très segmentées du peuple. C'est-à-dire qu'on cherche à attirer des segments qui vont faire l'élection, qui vont faire basculer l'élection. Et de ce point de vue-là, Macron ne cherche pas ni parler au peuple, ni à parler au peuple de gauche, ni à parler au peuple qui est particulièrement attaché aux libertés et aux droits de l'homme. Macron, il ne parle pas aux droits de l'homme, il ne parle pas à la Ligue des droits de l'homme, ou il ne parle pas au MRAP, ou il ne parle pas à la Commission nationale consultative des droits de l'homme. Il parle à un électorat qui peut effectivement, éventuellement, lui faire prendre une certaine forme de leadership aujourd'hui, qui est de ce qu'on appelle aujourd'hui l'opposition parlementaire à droite, voire même un peu plus à droite. Donc, du coup, en préservant malgré tout le centre-gauche, donc le centre-droit, pardon. Donc, du coup, je pense que c'est une grosse illusion de s'imaginer que Emmanuel Macron, à l'échelle européenne, oui, il est sur une position beaucoup plus consensuelle en apparaissant comme le défenseur d'une Europe humaniste, de ce qu'il appelle contre la lèpre fasciste ou la lèpre d'extrême droite. Donc, il a joué ce rôle, notamment dans la campagne européenne de 2019, où il apparaissait comme le chef d'État qui voulait lutter contre ce qu'il appelait les États européens de type néo-autoritaire, comme la Hongrie ou autres, qui durcissaient les lois sur les questions migratoires ou y compris carrément employer des thématiques racistes, voire antisémites. Et là, il a joué, par contre, en 2019, lors de la campagne européenne, ce rôle de défenseur de l'Europe démocratique face au gouvernement de type populiste nationaliste. À l'échelle française, il joue aussi ce rôle. Et Macron, si vous voulez, c'est un peu le théoricien des deux Europes et des deux France. Pour lui, il y a lui et l'extrême droite. Et que finalement, toute la stratégie d'Emmanuel Macron, mais aussi sa profonde croyance, je pense qu'il n'y a pas de stratégie sans croyance, il n'y a pas de croyance sans stratégie, du moins en politique, c'est de dire finalement le recours contre ce qu'il appelle la lèpre nationaliste, voire même la lèpre fasciste. Il joue beaucoup notamment sur l'analogie avec les années 30. Et donc, c'est moi. Le recours, c'est moi.
Et en même temps, ça produit, et ça on en discutera, mais ça produit aussi des effets totalement pervers. C'est qu'à jouer ce jeu, il dépolitise aussi, c'est-à-dire qu'il réduit à zéro les autres forces politiques, il les marginalise, et qui fait qu'aujourd'hui, effectivement, son discours est assez performatif, puisque même s'il ne fait pas l'unanimité dans l'opinion et que les enquêtes d'opinion montrent qu'il est quand même, sa popularité est plutôt en dents de scie, qu'il n'est quand même pas très, très populaire, malgré tout, il n'y a toujours pas une gauche qui peut lui résister, il n'y a même pas une droite classique qui peut lui résister. Donc cette stratégie, moi face au fascisme, moi face à la nationaliste, qu'il joue à l'échelle européenne en tant que représentant d'État français et à l'échelle française en tant que président de la République, donc premier des Français entre guillemets, elle marche plutôt non pas tellement en construisant une unanimité ou une popularité, mais surtout en détruisant, je dirais, les forces d'opposition classique, la gauche et même la droite classique. Donc de ce point de vue-là, Macron a réussi au moins sur une chose, c'est pas en devenant un président ultra populaire, mais c'est en faisant que le PS n'a toujours pas de perspective pour gagner la prochaine élection et la droite encore moins. Alors, ce qui est intéressant, et après on ouvrira les questions, c'est que, ok, il arrive à démanteler en fait les forces politiques françaises, mais à un certain niveau. Mais alors, au niveau territorial, La République en marche et donc son parti n'arrive pas à se positionner. Je veux dire, les Tout à fait. Mais est-ce que alors ça va être certainement... Effectivement, on a suivi les municipales. Alors, il y a deux chiffres. Il y a son parti, son mouvement ou son parti, je ne sais pas comment on l'appelle, c'est ridicule, c'est moins de 4%. Et même les alliances qu'il a fait avec des listes plus larges, finalement, c'est moins de 10%. Donc, c'est la première fois dans toute l'histoire de France électorale qu'un parti ou un président au pouvoir a un assez faible représentativité locale à l'échelon municipal, on verra plus tard dans quelques mois au régional. Mais finalement, ce qui est plus grave, c'est pas ça. C'est que finalement, aujourd'hui, un président de la République peut continuer à espérer être réélu en n'ayant aucune représentativité à l'échelon local. Et c'est pourquoi? C'est parce qu'aujourd'hui, finalement, la légitimation par l'élection est devenue de plus en plus marginale. Finalement, on peut gagner une élection avec 70% d'abstention, on peut gagner des élections en étant impopulaire, on peut gagner une élection avec 15% au premier tour, on peut gagner une élection en n'ayant pas un seul élu local ou aucun maire, aucun président de conseil régional. Donc ça veut dire que le macronisme n'est pas tant un facteur qu'un révélateur d'une évolution entre guillemets inquiétante de la démocratie française, où finalement l'onction populaire et l'onction par le suffrage universel est devenue marginale par rapport à, je dirais, la capacité à faire campagne. Et de ce fait qu'il y a une vraie inquiétude. Mais je ne dis pas que Macron en est responsable. Il en est un symptôme plus qu'un coupable ou un facteur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le macronisme, c'est la consécration d'une nouvelle étape de la démocratie française où l'on peut régner sur un pays sans véritablement avoir un ancrage ou une représentativité politique réelle, entre guillemets. D'accord. Merci beaucoup, Vincent. On va prendre les questions parce qu'il est déjà 19h07. Est-ce que vous avez des questions Ou des questions ou des réflexions, il n'y a pas de problème. Des réflexions, oui. Exactement, des remarques. Il y a quelqu'un? Non, personne n'a de questions? Si, je viens de mettre mon micro, enfin, je viens de mettre ma main. Oui, pardon, j'avais pas vu. Ah oui, si, pardon, je n'ai pas vu, excusez-moi. Ah, moi, je suis nulle. Honneur aux femmes, Marie-Pierre, à vous. Marie-Pierre, si tu veux y aller. Merci beaucoup. Vous m'entendez? Oui, on t'entend très bien. Alors, en fait, moi, je voulais revenir sur la notion d'hybridation, enfin de caractère hybride de Macron. Je me demande quand même si ce caractère hybride fait pas, enfin, je veux dire, si il n'y a pas une tentation pour lui de se remplir de façon démagogique des idées qui passent, quoi, en fait. Et puis, et notamment, je voulais vous interroger sur le rôle de ce qu'on appelle le printemps républicain, qui me semble quand même un peu tapis derrière tout ça. Là, c'est une idéologie qui monte, qui gravit petit à petit l'échelle politique et qui remplit justement des vides et qui s'impose dans des débats contemporains, quoi.
Oui, alors sur le caractère hybride, si vous voulez, bon, d'abord qu'un homme politique joue sur des multiples registres, ou qu'une femme politique ou qu'un homme politique joue sur des multiples registres, ça, je pense que c'est une évolution du système politique en général, et même je pense que ça a toujours été. Hein. Il n'y a pas eu un seul président de la République depuis que la République a été fondée qui n'ait pas joué sur des registres multiples et parfois même contradictoires. Bon, donc Mitterrand était le roi de l'ambiguïté, Chirac l'a été, on a eu le Chirac social, le Chirac sécuritaire, le Chirac du bruit des odeurs, le Chirac le Chirac reconnaissant la participation de la police française dans la déportation des... Donc, il y a eu tout ça. Et Macron, de ce point de vue-là, joue sur une multiplicité de registres. Et c'est vrai que vous avez tout à fait raison, Marie-Pierre, il y a une partie de cynisme, mais qui est un cynisme, je dirais... Qui participe de l'habitus politique en France. Bon. Après, je pense qu'il y a plus que ça. Je pense que Macron, c'est quelqu'un qui est assez classique, traditionnel dans ses références. Il a plus, je dirais, une culture qui serait presque plus de la Troisième République que de la Quatrième ou de la Cinquième. Et quand je vous dis qu'il est un mélange de Jeanne d'Arc, Vercingétorix et de patriotisme radical, et de l'autre côté plutôt de l'idée que, ben oui, la colonisation, il faut en parler. Oui, finalement, la question de l'islam, il faut en parler. Oui, finalement, la France, elle n'est pas seulement gauloise. Bon, je pense qu'il est aussi le produit de sa génération. C'est-à-dire qu'il y a quand même un phénomène générationnel qui fait qu'il est c'est pas un homme d'extrême droite, c'est pas non plus un homme de gauche qui développe une réflexion approfondie sur les complexités de la solution française, de la société française. Et du coup, cette hybridité révèle aussi un rapport, je dirais, très mythique, parfois très classique à l'extrême, avec ce qui est les grands mythes de l'histoire de France. Voilà. Et je crois que Macron, il a beau, ce qui me surprend, c'est quelqu'un d'intelligent, c'est quelqu'un d'intelligent, mais qui est assez finalement, qui a une vision assez classique. Un prof d'histoire dirait qu'il a une vision de l'histoire de France et de l'actualité à la Malais-Isaac, c'est-à-dire avec les grands hommes, les grandes femmes qui ont fait la France. Voilà, il a une vision panthéonesque de l'histoire de France et donc une vision panthéonesque aussi de la société française au présent. Et c'est ça qui me surprend toujours chez Macron. Mais d'un côté, il peut passer pour un symbole, un peu une sorte d'Obama français, même si Obama n'a pas toujours satisfait dans sa politique. Et d'un autre, il peut défendre des idées proches de celles de Philippe de Villiers, par exemple. Et ça, c'est pas seulement du cynisme. Je pense que c'est inhérent à la construction de sa personnalité politique. Je dis pas personnalité psychique et psychologique. Je ne suis pas psychanalyste et je ne me permettrai pas de faire de la psychanalyse. Mais en tout cas, c'est une personnalité complexe du point de vue de sa construction politique. Et sur le printemps républicain Alors oui, sur le printemps, oui. Alors là aussi, faisons très attention. Hein. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit pour les universitaires que je suis, il ne faut pas estimer l'influence parce que je pense que les universitaires, ça intéresse plus beaucoup de monde de ce qu'ils disent. Et c'est vrai, aujourd'hui, l'université a perdu, ça fait longtemps qu'elle a perdu toute centralité. Hein. Je veux dire que les universitaires, vous savez, les politiques, à la limite, ils nous aiment bien, on est la petite cerise sur un gâteau, et puis au bout d'un quart d'heure, ils en ont marre, et puis ils disent, bon, c'est bon, merci, je vous ai reçu. Bon. Printemps républicain, je pense que ce qui s'est fait, c'est moins le printemps qui a totalement influencé le gouvernement que le fait qu'il y avait une convergence entre des visions et je dirais, des ancrages politico-idéologiques d'un certain nombre de ministres du gouvernement, notamment le ministre de l'Éducation nationale et le printemps républicain. Et que de ce fait-là, le printemps républicain a fourni les argumentaires politico-idéologiques, mais qui existaient en tant que tels quand même déjà dans le gouvernement. Donc le printemps a eu de l'influence, oui, qu'il ait mis en musique un certain nombre d'argumentaires pour produire notamment la dernière loi sur le séparatisme, oui, mais en même temps, c'est aussi parce que objectivement, il y a un certain nombre de ministres qui partageaient, avant même d'être dans le gouvernement, les idées du printemps républicain. Donc on est plus dans la conjonction, dans la convergence, que véritablement sur un lobby qui aurait triomphé. Parce que ce lobby n'est pas si fort que ça, du moins en termes organisationnels. Il ne fait que correspondre à une influence qu'on lui donne d'une certaine façon. Mais c'est pas comme les groupes de pression américains, les groupes intellectuels qui, eux, peuvent avoir une certaine force. Donc le printemps républicain, finalement, ne fait que traduire un air du temps qui existe déjà chez une partie des élites françaises. Une partie des élites, oui. Merci beaucoup. Merci. Anouar. Bonsoir, Anouar. Bonsoir. Merci beaucoup pour votre intervention vraiment intéressante. Ça m'a fait réfléchir à beaucoup de nouvelles perspectives, donc je vous remercie encore.
En fait, je trouve que c'est un petit commentaire et en même temps, ça va se terminer par une question, mais je trouve qu'en fait, souvent, on essaie de donner à cette figure, par exemple, du président, parce qu'en fait, on est à la Cinquième République et que on a une importance du rôle du président dans le système républicain. On lui donne un pouvoir énorme, alors qu'en fait, je pense que c'est quelqu'un aussi qui évolue énormément selon les tendances de la politique de tous les jours, selon les opinions qui se font tous les jours, et selon aussi l'échiquier qu'il observe pour gagner telle ou telle élection. Aujourd'hui, les deux derniers présidents, par exemple, moi pour les questions concernant les questions sur l'islam et sur le séparatisme, par exemple, les deux derniers présidents ont été extrêmement décevants. Et c'est des présidents qui, lorsqu'ils sont arrivés, ont montré une certaine sollicitude par rapport aux questions de l'islam en France. Ils ont été quand même assez positifs par rapport à l'intégration, etc., etc. Moi, je connais énormément de gens, par exemple, qui ont voté pour Macron, musulmans, en disant voilà, on va tomber quand même dans une forme de situation un peu libérale ou comme un peu en Angleterre, etc., etc. Et Macron est quand même celui qui a mis en place la loi, qui a appliqué la loi sur le séparatisme. Pareil, qui aurait cru, par exemple, que Hollande aurait proposé la loi sur la proposition de destitution de nationalité pour les Français, etc. Donc, en fait, n'oublions pas qu'en fait, il arrive et qu'il va avoir autour de lui un environnement qui va l'influencer. Et je pense qu'il faut qu'on sorte aujourd'hui de cette vision du président qui a le super pouvoir et qui va décider. Par ailleurs, pour terminer, il y a aussi un autre point, je pense qu'il y a des groupuscules en France qui, comme par exemple ce qui est fachosphère, génération identitaire, etc., je pense qu'ils dictent un certain agenda. Je pense qu'ils sont très très bien organisés et qu'aujourd'hui, par exemple, il y a des médias qui ont des opinions plus ou moins équivalentes que ces groupuscules-là, je ne citerai pas CNews par exemple, qui sont très très contents de reprendre toutes les polémiques qui sont construites par ces groupuscules-là et d'en créer des phénomènes de débat, des polémiques, etc., etc. Et que malheureusement aujourd'hui en France, nous sommes animés par des polémiques qui naissent de ces groupuscules-là, qui peuvent faire plaisir à certains moments au gouvernement parce qu'en fait, ça permet de cacher ici et là, ça permet d'animer le débat politique et en fait, aujourd'hui, on est dans cette situation-là. Donc, moi, je pense que aujourd'hui, Macron va être influencé par l'environnement politique de tous les jours, par l'agenda de tous les jours, mais aussi par des groupuscules très très dangereux qui aujourd'hui ont une influence extrêmement importante sur le débat parce que les médias beaucoup de médias, surtout les médias on va dire qui passent à la télévision, toutes les chaînes de télévision, etc., qui se sont droitisés de plus en plus et qui aujourd'hui sont contentes de ça. Oui, moi je pense que vous posez une vraie question et qui reste assez difficile à répondre, c'est-à-dire est-ce que finalement les acteurs politiques agissent par intérêt ou par croyance? Il s'est trouvé que j'ai répondu à cette question dans un papier qui va paraître, que j'ai fini aujourd'hui. Je pense qu'au départ il y a un peu des deux, mais finalement à force d'instrumentaliser, comme disait Bourdieu, un produit politique, on finit par y croire. Et je pense que si Macron, au départ, il instrumentalise assez marginalement ces questions-là identitaires, notamment autour de l'islam, à force d'en parler, finalement, il finit par y croire. Et que de ce point de vue-là, il y a aussi des formes d'auto-persuasion du fait qu'effectivement, le contexte politique, il y a un contexte, il y a aussi ce que vous renvoient les oppositions. Et là, la faiblesse des oppositions fait qu'à un moment donné, puisqu'ils partagent ce consensus sur le séparatisme, même s'ils ne sont pas d'accord avec les solutions. Donc, de ce point de vue-là, je pense que vous avez raison dans la nécessité d'avoir une analyse toujours très distanciée et complexe. La seule chose qu'on peut se demander, c'est jusqu'où ils peuvent aller. C'est ça la vraie question, en fait. Ce n'est pas le fait qu'ils puissent instrumentaliser. Regardez Fillon, on l'a fait passer par un islamophobe. Quand on regarde Fillon, il est devenu islamophobe assez pour des raisons de présidentialisation. Il a joué l'anti-Juppé sur ça, d'ailleurs. Bon, il était catholique, mais pas forcément islamophobe. Bon. Il est devenu pour la campagne. Mais la vraie question, ce n'est pas tant est-ce qu'ils peuvent mentaliser ces thèmes, c'est jusqu'où ils peuvent aller. Et l'autre vraie question, c'est est-ce qu'en instrumentaliser ces thèmes, même s'ils mettent une certaine limite, est-ce qu'ils ne vont pas faire du coup le lit à des gens qui auront des discours plus radicaux? Et le gros problème de Macron, c'est pas comme je le vois sur certains sites, de le traiter de fasciste, d'autoritaire, ou de dire que la France est devenue un régime autoritaire, ce qui n'est pas le cas. Et pour avoir beaucoup travaillé sur les régimes autoritaires, notamment en Tunisie, la France n'est pas un régime autoritaire. Mais en revanche,
je dirais le discours, les rhétoriques peuvent aujourd'hui préparer finalement une transition autoritaire dont ils ne seraient pas le bénéficiaire d'ailleurs. C'est ça d'ailleurs le problème qu'on peut vivre dans les prochaines années. À mon avis, il ne faut pas forcément tenir un discours catastrophiste. Il ne faut pas forcément accuser les acteurs politiques, même lorsqu'ils ont des discours identitaires qui nous déplaisent, d'être des fascistes. Mais en revanche, rappelez-vous aussi, puisque je vais faire comme Macron, je vais aussi utiliser la référence aux années 30, des démocrates ont préparé aussi ce qu'a été le régime de Vichy, et des démocrates. Et d'ailleurs, le régime de Vichy comprenait aussi dans ses membres des gens qui avaient été parfaitement démocrates avant, je dirais, l'occupation allemande et avant la création du régime de Vichy. Donc, de ce point de vue-là, malheureusement, ce qui se passe aujourd'hui en France, ce n'est pas un régime autoritaire, ce n'est pas un régime fasciste, et ça serait caricatural de dire ça, mais c'est des énoncés qui peuvent finalement endormir un certain nombre de résistances à ce qui pourrait être un dérive autoritaire. En gros, pour le dire simplement, Macron n'est pas un fasciste, mais il peut préparer Marine Le Pen pour le pouvoir. Nadia, est-ce que je peux rajouter un tout petit point ou c'est pas où je peux ou j'ai pas le temps? Là, il n'y a pas l'air d'avoir d'autres questions, donc. Si vous permettez, après je. Oui. On prend une autre question d'abord, peut-être, et on revient avec. Oui. Juste, alors avant de prendre une autre question, je voudrais juste rebondir sur ce que tu disais, Vincent, juste pour illustrer. C'est que vous avez dû voir, il y a 2-3 semaines, il y a un think tank qui est lié à The Economist qui a diffusé une espèce d'index en fait, de l'état des démocraties. Et donc, il y avait 4 catégories. Donc, de la première catégorie avec les États qui sont très démocratiques. Et puis les démocraties les États qui ne sont pas du tout démocrates, qui sont des régimes autoritaires. Et la France était dans la deuxième catégorie, donc démocratie imparfaite. Alors, je ne sais pas ce que tu en penses, la méthode. Moi, je suis toujours méfiant des classements parce que je l'ai vu beaucoup appliquer à la Tunisie, parce que j'ai beaucoup travaillé sur la Tunisie. Elle était parfois classée dans les milieux alors qu'elle était un régime autoritaire, et parfois elle était classée. Donc du coup, je veux dire que les nomenclatures anglo-saxonnes pour nous dire que l'Arabie Saoudite est derrière le Koweït ou etc. Non, je pense qu'il faut être sérieux. Non, ce qu'on voit, c'est effectivement. Ça rejoint. Là où moi, je n'ai pas besoin de me référer à la nomenclature d'organisations internationales pour constater qu'effectivement, les logiques de sécurisation de l'espace public sont très fortes. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on voit, par exemple, et moi je dis toujours, on confond les forces de l'ordre et ceux qui leur donnent des ordres. Aujourd'hui, si la police se livre à un certain nombre, ce n'est pas la faute de la police, c'est parce qu'on leur donne des ordres pour être un observateur des manifestations et être aussi d'une famille de personnes qui ont exercé des hautes responsabilités dans les forces de l'ordre, je peux vous dire que si on réprime, c'est parce qu'il y a des ordres politiques. Donc, du coup, oui, là, de ce point de vue-là, je suis tout à fait d'accord, mais on n'a pas besoin d'avoir des nomenclatures faites par des organisations internationales où on mélange Tunisie, Maldives et compagnie. Constatons qu'en France, aujourd'hui, Macron a réussi à faire une chose, c'est de casser totalement la confiance entre la police et ses citoyens et de poser un vrai problème, parce que ça posera un problème, ça pose un problème. Et d'entendre des gens, même d'extrême droite, dire on veut la mort de la police, c'est peut-être tout aussi inquiétant que des gens de gauche qui disent la police est répressive. Parce que quand l'extrême droite commence à critiquer la police, c'est là aussi on peut commencer à s'en inquiéter. Donc tout ça pour vous dire oui, il y a une sécurisation de l'espace public, oui, il y a des lois qui sont inquiétantes pour la liberté associative, oui, il y a aussi des formes de surveillance qui deviennent quasiment légitimes, légales, alors qu'elles ne l'étaient pas il y a quelques années. Oui, ça je dirais que référons-nous plutôt au rapport de la Ligue des droits de l'homme ou d'autres organisations que des classements internationaux, et je pense que ça sera, ou à mes collègues qui font un boulot extraordinaire, je pense au boulot de Vanessa Codaccioni qui travaille sur ça et qui fait un boulot extraordinaire pour nous montrer qu'il y a quelque chose qui ne va pas très bien dans notre démocratie. Ouais. Merci. Julien. Et après, à Noir, on va prendre la question de Julien. Oui, c'était juste un point. En fait, je me sens un peu décalé. Alors, c'est peut-être un effet de recul un jour, je pense qu'il faudra se poser la question de. Tout à l'heure, on a parlé de la question musulmane, du problème musulman. Enfin, en fait, de l'absence totale de l'islam n'est pas un problème en France, et la laïcité non plus. Il y a une espèce de mystère français autour qui est mis à nu en fait par cette loi en préparation. C'est celle d'une absence. La question de la laïcité est réglée par la loi de 1905. La question de l'islam, en fait, est réglée par un phénomène pratiquement de processus d'intégration. Alors évidemment, il est imparfait, hein, mais il n'est pas forcément imparfait du fait des Français d'origine maghrébine et musulmans. Et cette question-là, à mon avis, elle est essentielle. Et la question, effectivement, aussi qui est essentielle, c'est quelle est la limite? Parce qu'en fait, la question que pose cette loi, c'est non seulement jusqu'où ils peuvent aller, mais quelle est la limite de l'État? C'est-à-dire, quelle est la limite de l'État
dans les consciences, dans les convictions et dans la possibilité tout simplement de vivre sa vie comme on l'entend. Et à mon avis, la question qui est importante sur le point de vue de la limite ne viendra pas de Macron ou du gouvernement, mais elle est dans la question d'une alternative politique. Et cette question-là, elle est essentielle, c'est quelle alternative? Ouais. Vous avez raison, il n'y a pas de problème musulman, il y a des problèmes musulmans multiples. Mais il n'y a pas de problème musulman. Et vous avez totalement raison de déconstruire. Quand je dis qu'il y a des problèmes musulmans multiples, parce que tout simplement, comme toute foi, toute religion, effectivement, il peut avoir des problèmes de sectarisme, il peut avoir des problèmes de positionnement. Bon, moi, je dis toujours, quand on juge les musulmans, on oublie qu'il y a quand même eu 2,5 millions de Français et une moitié de la représentation parlementaire pour crier mariage pour tous égale mariage de PD. Donc, ça n'a pas gêné, en tout cas, une partie de la représentation parlementaire d'avoir des propos homophobes dans les manifestations. Donc, effectivement, on n'a pas dit qu'il y a un problème catholique, on n'a pas dit qu'il y avait un problème d'une certaine France homophobe, on l'a dit, mais on n'a pas dit que c'était quand même 2,5 millions de Français, qui n'étaient d'ailleurs pas tous homophobes, loin de là, mais en tout cas des parlementaires qui n'ont rien dit pour moi. Alors ensuite, sur cette question-là, oui, moi je pense que c'est toujours aussi le problème que vous posez, Julien, c'est aussi le problème, est-ce que les politiques sont un symptôme ou est-ce qu'ils agissent pour former des consciences? Moi, j'ai envie de dire qu'ils sont d'abord un symptôme et que par rapport à leur positionnement, ils peuvent malheureusement renforcer et aggraver le symptôme et voire transformer le symptôme en maladie. Donc, j'aime pas les métaphores médicales, surtout dans un contexte sanitaire, mais le problème aujourd'hui où on attend une certaine responsabilité de la parole publique de la part des politiques, mais de la part de tout le monde, finalement, ils sont irresponsables. Et je ne sais pas si vous suivez les réactions, par exemple, de la Fédération protestante de France ou par exemple de la conférence des évêques, qui n'est pas toujours exemplaire par ailleurs, ils ont souvent par exemple sur le terrorisme. Quand moi je les lis, ils disent la chose suivante: attention, le terrorisme est un problème, mais il ne faut surtout pas rajouter de l'émotion au problème, il faut pouvoir au contraire le cerner. Ce genre de parole, c'est ce qu'on attend des politiques, et on ne l'a pas du tout. Et donc je dirais que les politiques sont le symptôme d'une démocratie qui fonctionne mal, et dont ils sont aussi des acteurs qui peuvent aggraver le mal. Vous voyez ce que je veux dire? Et qui en seront victimes. Moi, là, c'est un point commun que j'ai avec, je vais le dire modestement, avec Emmanuel Macron. Je suis énormément nourri de l'histoire de l'entre-deux-guerres, de la montée des fascismes, comment des démocrates ont pu servir Vichy, comment 100% des magistrats ont pu prêter serment, comment des capitaines de gendarmerie, des colonels n'ont pas résisté, et puis il y a eu quand même de la résistance. Bon. Et tout ça fait qu'il ne faut pas oublier que les régimes autoritaires se fondent toujours aussi avec des démocrates. Et moi, mon inquiétude, elle est plutôt là aujourd'hui. Elle n'est pas de dire Macron est un fasciste ou un autoritaire, mais elle est de dire qu'il manque de responsabilité dans ce que j'appelle ce rapport à une politique émotionnelle sur les questions d'identité. Et c'est clair que si Macron n'est pas créateur de l'islamophobie, et je ne le dirai jamais, il est en tout cas, il joue d'une certaine ambivalence, alors je dirais d'une certaine hybridité, qui peut surenchérir sur la question identitaire, pas seulement d'ailleurs uniquement sur les musulmans, parce que si on prend le discours sur l'immigration, sur d'autres questions, voilà, donc, ou sur son rapport à l'histoire de France, bon voilà. Donc voilà, oui, je suis assez d'accord avec vous, mais la vraie question étant, est-ce qu'on et de rappeler la responsabilité des acteurs politiques. Et à part quelques sénateurs et quelques députés, finalement, on s'aperçoit que les politiques manquent de recul, manquent de distance et au contraire ne font que des machines à produire de l'émotion, alors qu'il faut au contraire plutôt refroidir les émotions dans des débats. Dans un contexte terroriste, c'est très important. Je veux dire qu'il y a quand même des gens qui ont été victimes. Moi, j'aurais un autre argument avant de laisser parler quelqu'un, c'est que je pense qu'il y a aussi l'argument sécuritaire. Vous allez me dire, mais il est fou, il va faire l'apologie de… Moi, je pense que c'est totalement irresponsable du point de vue de la politique sécuritaire de la France de chercher des terroristes dans toutes les mosquées, parce que quand vous faites que la police travaille à chercher du monde partout, elle travaille pas où il faut chercher les vrais terroristes. Donc moi aussi, j'aurais un raisonnement très sécuritaire, mais que n'aimaient pas du tout les politiques actuelles, qui était de dire aller chercher des terroristes chez des musulmans ordinaires ou des musulmans militants, tout simplement faire perdre à la police du temps, et c'est aussi favoriser d'une certaine manière indirectement le terrorisme. C'est le sens que j'avais dans ma tribune au New York Times, qui a été mal comprise, que les Américains ont peut-être durci par le titre. En tout cas, moi, ce que je veux dire, c'est pas de
contester la lutte antiterroriste. Bien sûr qu'il faut lutter contre ces gens qui font n'importe quoi, mais c'est aussi de contester le fait qu'au nom de la lutte antiterroriste, on fait aussi n'importe quoi. C'est-à-dire qu'effectivement, on en arrive à chercher chez des musulmans connus et qui, un quart d'heure avant, étaient avec l'inspecteur du renseignement territorial et un quart d'heure après, on vient le perquisitionner sa mosquée. On est dans une absurdité, y compris sur le plan sécuritaire. Mais encore une fois, moi, je pense que la responsabilité du côté des politiques. Et faisons attention à ne pas avoir la responsabilité uniquement sur les exécutants, même s'ils sont sécuritaires, même si c'est des institutions sécuritaires, c'est quand même les politiques qui ont le pouvoir de décision aujourd'hui en France. Ok, merci. Anouar, merci beaucoup Vincent. Tu voulais rajouter quelque chose? Oui, je voulais rajouter un truc. Merci Vincent. En fait, il faut pas oublier que ce que j'en discutais la dernière fois avec une amie qui me disait, n'oublions pas que Macron est quand même le chantre, l'exemple même, le symbole même de l'homo capitalisme, si je peux me permettre. C'est-à-dire, que peut-on attendre d'un financier Rothschild? Souvent, on le dit, mais je pense qu'il faut remplacer le personnage là où il est. Quand le tournant Macron, pour moi, il faut pas l'oublier, c'est les Gilets jaunes. Les Gilets jaunes, c'est quand même à ce moment-là où avant, il y avait quand même des essais à droite à gauche, on va essayer d'être un peu progressiste, on va essayer d'être pro-musulman, pour la diversité, tout ce que vous voulez. Et le gilet jaune, ça a été le tournant. Le tournant d'un j'en ai marre général qui s'est vu par une violence extrême. Les policiers, comme vous le dites, l'ordre qui a été donné aux policiers, ça a été d'utiliser la plus grande violence pour pouvoir sauver cet ordre qui est capitaliste et ordre racial. Et je pense vraiment qu'il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, dans notre société, il y a un ordre capitaliste et un ordre racialiste ou racial, qui sont consubstantiels et qui, entre guillemets, gardent une forme de temple, un système qui est construit comme celui-là, il ne faut surtout pas toucher. Les Gilets jaunes ont tenté de le toucher, ils ont vu ce qu'ils avaient. Les minorités qui essayent de toucher cet ordre-là voient ce qu'ils ont aussi avec des lois sur séparatisme, etc. Ouais. Donc, après, moi, je ne suis pas sûr que ce soit le capitalisme avec un grand C, parce que bien, je pourrais vous donner mes opinions personnelles sur le capitalisme, mais je ne suis pas là pour ça aujourd'hui. Je pourrais vous le dire. Moi, je pense que le libéralisme, d'une manière générale, ou l'ultralibéralisme, favorise souvent des logiques autoritaires. C'est-à-dire je qu'à un voulais moment dire donné, ultralibéralisme, plutôt. Ultralibéralisme. Voilà, l'ultralibéralisme, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il produit une segmentation de la société et que pour essayer de faire tenir une société qui est segmentalisée, qui est start-upisée, elle devient start-up. Pour moi, aujourd'hui, la France, et voilà, et il faut de l'ordre. Et donc, finalement, la compensation à une société qui se segmente, qui se fragmente d'un point de vue économique et social, c'est l'ordre sécuritaire à l'état pur. Voilà. Et donc, effectivement, et là, il y a beaucoup de gens qui réfléchissent, c'est ce qu'on appelle aussi la post-démocratie, c'est-à-dire ce que moi j'appelle l'humanisme sécuritaire. On vous réprime pour votre bien. On ne dit pas je vous réprime pour vous faire mal, je vous réprime pour vous défendre et pour vous protéger. Et ça, c'est le must, si je puis dire, de la démocratie, des démocraties en général au XXIe siècle, c'est de réprimer les gens et de les surveiller au nom des droits de l'homme. Et d'avoir une certaine efficacité symbolique, parce qu'on ne réprime pas au nom, parce qu'on est fasciste ou parce qu'on est partisan d'un ordre sécuritaire comme des régimes fascistes de l'entre-deux-guerres, mais on réprime pour vous dire je vous protège. Je réprime le migrant pour le protéger. Je réprime les musulmans pour les protéger des mévents islamistes. Je réprime telle ou telle association parce que vous êtes des inconscients qui faites n'importe quoi. Et je dirais qu'aujourd'hui, cette idéologie effectivement répressive et sécuritaire, ou cette politique, c'est plus qu'une idéologie, se marie très bien avec un processus de segmentation économique et sociale, une start-upisation de la société. Voilà, donc je pense que ce n'est pas illogique d'avoir les deux en même temps, sans parler de grand capitalisme, en tout cas d'ultralibéralisme. Merci. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je ne crois pas. Je n'ai pas vu Oui, excusez-moi. Bonjour. Oui, J'ai pas su lever la main là sur votre. Jérémy, oui. Oui, vous allez bien? Oui, bien, Donc, oui. bien, Jérémy, ça va. Ça va. Alors, j'ai juste une petite question justement sur le curseur régime autoritaire, pas régime autoritaire, etc. J'ai justement un problème, moi. À chaque fois, on entend oui, ça fait le lit de Marine Le Pen, ou alors on passe des lois sécuritaires, mais qui en fait donnent des outils pour les autres. Mais bon, les outils sont mis en place depuis un certain nombre d'années par cette frange qui est censée être la frange moderne, ou fait la frange du milieu, quoi. Donc, c'est à partir de quand qu'on est autoritaire? Parce que concrètement, quand on a des ministres de l'Intérieur qui disent qu'il n'existe pas de violence policière, quand on a des policiers qui vont manifester avec leurs uniformes, etc., et qui tournent le dos à un palais de justice, c'est quand même, je trouve, la symbolique est quand même assez forte. Ouais. Alors justement, par rapport à ça, je pense qu'on avait déjà discuté, c'est qu'aujourd'hui, nous, on a plutôt tendance, et pas du tout sur le plan
théorique, aussi sur au plan de l'observation. On n'est plus dans ce que j'appellerais une dichotomie dictature et démocratie. Je pense que c'est des dichotomies qui sont dépassées, mais on est de plus en plus, là aussi, dans des formes mixtes et hybrides, et qu'aujourd'hui, il y a des logiques autoritaires qui de plus en plus structurent les démocraties. On le voit d'ailleurs dans tout ce qui est l'expérience des nouvelles démocraties d'Europe orientale, après le communisme, qui sont des démocraties qui fonctionnent aussi à idéologie sécuritaire, antisémite et raciste pour certaines, pas tous. Hein. La Hongrie, vous avez carrément aujourd'hui un Premier ministre qui va faire de l'antisémitisme sans voilà. La Pologne qui va toucher aux droits des femmes, etc. Et donc, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, malheureusement, on n'est plus dans cette dichotomie. Et parce qu'on n'est plus dans cette dichotomie, comme ça a pu l'être entre des régimes totalitaires, des régimes autoritaires d'un côté et des régimes démocratiques qui ont toujours eu une part d'autoritarisme, hein, aujourd'hui, cette hybridation et cette ambivalence, elle est encore plus forte et que malheureusement, il y a des logiques autoritaires qui traversent nos sociétés et qui les structurent profondément. Et qu'il faudrait repenser aujourd'hui la démocratie. Et que moi, ça m'amuse, je vais vous dire pourquoi. Vous savez que je suis très attaché à la Tunisie. Quand les journalistes ne cessent de m'interroger, vous vous rendrez compte, en Tunisie, c'est le retour de l'ancien régime, et puis cette démocratie, ces Arabes, finalement, c'est des récréations démocratiques qui vont revenir très vite à l'autoritarisme. Et je leur dis, mais imaginez la difficulté pour la Tunisie de devenir démocratique dans un contexte mondial où vous avez Trump, où vous avez Poutine, et où finalement la référence des démocraties, c'est des gens comme ça. Et donc, bon, heureusement, Trump n'est plus là, mais je veux dire par là qu'aujourd'hui, les démocraties sont profondément en crise. Hein, et de ce point de vue-là, vous le dites très bien, Jérémy, on est dans des logiques qui sont parfaitement ambiguës, ambivalentes, et que l'autoritarisme est aussi malheureusement aujourd'hui une des caractéristiques du fonctionnement de nos démocraties, avec une certaine dose, elle varie, etc., et qui peuvent entraîner des formes de basculement. Je pense qu'aujourd'hui, l'hypothèse d'un basculement vers des choses beaucoup plus autoritaires, mais si Marine Le Pen arrive au pouvoir, elle jouera aussi du registre démocratique. Elle fera de l'autoritarisme démocratique comme certains faisaient de la démocratie autoritaire, si je puis dire. Donc voilà. Et finalement, on est dans des dosages qui fait que peut-être que c'est la démocratie qu'il faut réinventer. Mais en tout cas, vous avez tout à fait raison pour souligner cette situation très particulière du fait que c'est pour ça que je suis contre les classements et les nomenclatures et que c'est beaucoup plus intéressant de voir qu'est-ce qui relève aujourd'hui de logique autoritaire dans la société française. Il est clair que la gestion des forces de l'ordre et non pas les forces de l'ordre elles-mêmes, parce qu'une force de l'ordre, ça réprime de toute façon. Hein, donc, je veux dire, elle est catastrophique. Et c'est la décision des politiques et elle est effectivement, parfois, s'apparente dans certains maintiens de l'ordre à celle de régime autoritaire. Vous savez, aujourd'hui, en Tunisie, il y a des blessés dans les manifs. Et quand on m'interroge sur ça, je dis, mais il y a aussi des manifs en France. C'est pas pour défendre la Tunisie. Hein. C'est pour dire qu'il faut arrêter de nous croire que la Tunisie va revenir à une dictature, que voilà, c'est des Arabes qui comprennent rien. Ben non. Les difficultés aujourd'hui de force de l'ordre et les difficultés du peuple tunisien à manifester, surtout et à protester, sont tout à fait comparables à celles que connaissent beaucoup de Français aujourd'hui lorsqu'ils sortent dans la rue et qu'ils se font parfois réprimer alors qu'ils sont pas du tout à attaquer les forces de l'ordre. Quoi. Vincent, il nous reste 4 minutes avant que ça coupe, donc je pense qu'on va définitivement. Juste pour conclure, la question que j'aimerais te poser, c'est en quoi cette loi séparatisme va déterminer ce qui va se passer pour la présidentielle de 2022. C'est en d'autres termes, est-ce que ça va influencer le débat et est-ce que ça va être, même si elle a été votée, est-ce que ça va être encore un sujet je pense que sans tomber dans une analyse caricaturale, ce ne sont pas des lois pour être appliquées, ce sont des lois pour cadrer. Et tu as très bien dit, je dirais que ta réponse est contenue dans la question. La réponse est contenue dans la question. Elle cadre, c'est-à-dire que Emmanuel Macron joue de l'émotion, joue de la passion, joue de l'identité. Il y a cette loi, il y en aura une autre, il y en aura une autre. Et il faut arriver avec la présidentielle avec un débat qui porte sur l'identitaire, pour qu'il puisse justement, d'une certaine manière, apparaître comme modéré par rapport à ceux qui sont encore plus identitaires que lui. C'est un peu comme je dis dans les pays arabes sur lesquels j'ai travaillé, il n'y a pas un islamiste et des laïcs, il y a un islamisme d'État et des islamistes contestataires. Et que le problème aujourd'hui de beaucoup de pays, pourquoi l'islamisme est devenu une ressource, c'est parce que les États sont eux-mêmes des États à islamisme d'État, finalement. Je veux dire que le Maroc est une forme d'islamisme d'État, le Tunisie, même Bourguiba, très laïque, a joué aussi sur l'islamisation de la société vers la fin de sa vie. Bon. Et là, en France, c'est un peu pareil. L'identité, un patriotisme versant dans le nationalisme, sont devenus aujourd'hui des machines à émotion, des machines à passion, et que de ce point de vue-là, et la stratégie d'Emmanuel Macron, je vous invite à lire beaucoup la stratégie européenne d'Emmanuel Macron pour les élections européennes de 2019, qui nous permettent de comprendre comment il apparaît comme le défenseur de la démocratie et des droits de l'homme, en pourtant réinjectant une vision très classique de ce qu'est l'identité française, et parfois même très nationaliste de l'identité française, et cette capacité à apparaître comme
un grand démocrate face à des gens qui seront toujours plus extrêmes sur les questions identitaires, sur le racisme et sur la xénophobie, et surtout qui vont neutraliser et je dirais presque paralyser les capacités des partis à contester cette donne, d'où l'inquiétude de la loi, ce n'est pas ses effets forcément, mais plutôt c'est son effet de cadrage du fait que le diagnostic est finalement partagé par tout le monde, y compris ceux qui se sont opposés à cette loi. Je ne parle pas bien sûr des droits de l'homme, je ne parle pas bien sûr des associations qui se sont opposées à cette loi, mais je parle de la plupart des partis qui ont finalement dit à Macron, vous répondez mal, mais finalement votre diagnostic, et c'est ça, c'est le théorème finalement, vous posez les bonnes questions, mais vous y répondez mal. Non, il ne pose pas forcément les bonnes questions sur l'état de la société française, et donc il faut aussi combattre sur le diagnostic et non pas simplement sur les réponses. Et nous dire que l'identité, comme le disait très bien Julien tout à l'heure, l'émotion, les passions, la construction nationale, il faut pouvoir la réinterroger sans tomber dans un débat clivé entre ceux qui sont supposés être des bons Français et ceux qui sont toujours renvoyés à la mauvaise francité. C'est quand même malheureux de considérer qu'aujourd'hui, des Français de culture ou de religion musulmane ne seraient pas des Français comme les autres, alors que souvent, quand on fait des enquêtes de sociologues, finalement, ils sont souvent plus français que les autres, et même, je dirais, même quand ils sont un peu fondamentalistes, ils sont souvent très intégrationnistes et parfois très patriotes, pour ne dire, pour pas faire de l'humour, ce que j'appelle des intégristes intégrés ou surintégrés. D'accord, ok. Bon, ben, merci. On peut continuer si vous voulez. C'est moi qui vous remercie, aux auditrices et les auditeurs, à Nadia, bien sûr. Voilà, et je pense qu'on pourra en rediscuter. Je vous enverrai mon papier qui s'appelle donc Un séparatisme venu d'en haut, qui essaye d'expliquer comment ce cadrage séparatiste ou cette thématique a pu s'imposer dans le débat public dans les dernières années. Voilà. Super, merci beaucoup. J'ai mis un petit message. Merci, c'est moi qui vous remercie. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. À bientôt. Ciao. Merci, merci.